Salut Sophie. Salut Florian. Et salut Guillaume. Salut à tous. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Oui, nous sommes trois, mesdames et messieurs, dans cette émission un peu particulière. Ça va devenir une habitude. Le but ne change pas, même si ça va devenir une habitude. On vous raconte toujours les découvertes ornithologiques qu'on fait lors de ces 7 derniers jours. Comment ça va, Sophie ? Oh bah moi ça change pas, hein, mais comment ça va Oamgui ? C'est plus à lui qu'il faut demander. Comment ça va Guillaume, alias Oamgui, effectivement ? Écoute, ça va pas mal, oui. Ça va pas mal. J'ai fait une petite sortie dans la nature, dans un espace que je connaissais pas aujourd'hui, et j'ai vu des trucs plutôt pas mal. J'ai filmé une vidéo de rouge-gorge qui arrivera bientôt sur mes réseaux, qui est très très cool. Je pense que c'est la meilleure vidéo de rouge-gorge que j'ai jamais filmée. Je tease. Moi, je me suis pris la tête avec un rouge. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Parce que utiliser BirdNet, c'est bien hein, pour identifier des espèces qu'on connaît pas. Mais quand il y a une espèce que vous connaissez qui est le rouge-gorge qui chante en même temps, bah, l'appli vous reconnaît le rouge-gorge, quoi. Il vous reconnaît pas l'oiseau que vous voulez. Ouais, puis là, ça va être de plus en plus important. Les oiseaux rechantent. Il y a des améliorations à faire. Voilà, c'est. Alors, comme ça, on saura quoi faire. De quoi on parle lors de cet épisode Oui, alors on va parler de plumes de vol, avec un article qui est sorti il y a pas très longtemps, mais peut-être qu'on pourrait laisser la parole à notre invité du jour pour commencer cette émission. Notre invité qui va nous parler d'une espèce néo-zélandaise, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a des bonnes nouvelles. Peut-être. Ah bah parfait, peut-être. Ça tombe bien, après moi j'enchaîne avec des mauvaises. Yes. Oh non. On va parler d'une espèce un peu miroir d'une autre espèce, d'oiseaux effectivement néo-zélandais qui était considéré comme éteinte jusqu'à récemment et qui aurait probablement été vu en janvier 2024. Bon, il y a eu plusieurs fausses alertes entre guillemets ces dernières années, mais là ça a l'air d'être quand même assez... il y a des grosses chances que ça soit le cas. Donc, cette espèce s'appelle le Glaucope cendré, très proche du Glaucope de Wilson. Donc vous verrez dans l'article, il y aura une photo comparative. Apparemment c'est surtout au niveau de la coloration de la caroncule. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une caroncule. J'imagine que oui. Expliquer un petit peu aux gens. Pour les auditeurs. Caroncule, effectivement, se situe sous le bec généralement des oiseaux et c'est une espèce de membrane de peau, on va dire, généralement colorée, qui va être un petit peu caractéristique des mâles, hein, souvent. Parfois utilisé pour l'apparat ou des choses comme ça. Hein. Donc c'est ce truc. Et donc cette espèce, là je reviens, vous allez voir, je me disperse grandement, donc il faudra se reconcentrer. Ne t'inquiète pas, Donc cette espèce de... Ce sont des oiseaux après tout, ils se dispersent. Oui, exactement. Donc cette espèce, le Glaucope cendré, hein, apparemment, qui est aussi appelé Kokako en langue maori. Je trouve ça très, très sympathique comme nom. C'est mignon. Qui était c'est mignon. J'aime beaucoup. Les noms autochtones sont toujours très sympathiques. À la Réunion, ils ont un oiseau, ils l'appellent oiseau. Ah, c'est mal. Ça peut prêter à confusion. C'était logique. Je sais plus du tout quelle espèce c'est, mais. Il l'aurait appelé éléphant, j'aurais été plus embêté. C'est ça. Et donc cet oiseau, effectivement, est un oiseau endémique. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que malheureusement, les oiseaux endémiques et les espèces d'ailleurs, de manière générale endémiques, la disparition en général a lieu très vite, quand notamment il y a des pressions extérieures. Je crois que dans le cas de notre oiseau ici, c'était malheureusement très souvent, comme c'est très souvent le cas, c'était lié à la colonisation, hein, ce type de choses, et notamment l'arrivée de rats qui ont bouffé les œufs. Hein. Donc ça, c'est assez comme fréquent. On nous Ouais. parle aussi de chats et d'opossums qui auraient été... donc 3 prédateurs d'un coup, hein, et là, ça a été dur hein, quand même. Hein, là. Vous imaginez bien. Et donc oui, depuis pas mal d'années, on n'avait aucune donnée fiable, on va dire. La dernière donnée fiable remontait à 1967 quand même. Donc ça fait un paquet d'années. Hein. Il y avait eu quelques observations, mais sans certitude, dans les années 2000, 2007, 2008, etc. Mais le département of Conservation avait classé l'espèce comme éteinte et a récemment réouvert donc alors un autre classement qui est parfois utilisé quand on n'est pas certain que l'espèce soit éteinte, qui s'appelle donnée insuffisante.
Vous devez voir parfois les gens qui checkent un peu tout ça. Généralement, c'est quand on ne sait pas si l'espèce existe encore, quoi. C'est souvent le cas. Ou quand on a des très très grands effectifs qu'on a du mal à quantifier aussi, ça marche. C'est ça aussi, ouais. Et donc, il y a eu, depuis les années 90 jusqu'en 2010, à peu près une centaine d'évocations, de transmissions de données, de trucs plus ou moins crédibles, on va dire. Mais voilà, c'était très incertain. Et pour un petit peu amplifier la recherche de cette espèce, le gouvernement local a décidé de faire une récompense. Donc ils ont dit au début, allez, on met $5000 sur la table, comme ça les gens s'investiront un petit peu pour essayer de trouver des preuves crédibles, des enregistrements, des photos, etc. Donc ça a rapporté des données supplémentaires, mais il n'y avait toujours pas de photos, toujours pas d'enregistrement, ou même de plumes, ce qui aurait été encore plus sympathique. Et donc ils ont doublé comme ça marchait pas, ils ont dit allez, on double la prime en 2017. Okay. Et donc là, explosion des données, 423 données depuis 2017. Et parmi ces données, il y en a à peu près 20% qui semblent intéressantes. Et surtout, ça a sectorisé un endroit sur l'île. Apparemment, il y avait beaucoup de signalements dans un endroit sur l'île. Et tout récemment, donc là, on arrive enfin à la révélation. Tout récemment, en janvier de 2024, un chasseur qui connaissait bien le secteur aurait vu et entendu le Glaucope cendré sur un terrain privé qu'il connaît. Et donc vraiment entre deux zones protégées en plus, donc c'est quand même, voilà, il y a un facteur intéressant ça. Et il aurait observé l'oiseau dans une clairière en le décrivant de façon assez ressemblant à la réalité, hein. Oiseau gris alternant des battements d'ailes et qui faisait des notes évoquant un carillon, ce qui correspondrait apparemment au chant qu'émettait l'oiseau. Je sais pas, du coup on n'a pas d'enregistrement, évidemment, on peut pas trop savoir ce que ça donne, mais ça a l'air intéressant comme chant, effectivement. Et donc ça correspond à deux signalements qui avaient été évoqués 2 ans plus tôt, vraiment très 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 proches. Donc ils vont aller checker et installer des caméras, etc., j'imagine, dans cette zone-là. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais ça porte de l'espoir quand même. Donc quand on dit qu'une espèce est éteinte, faut donner des récompenses. Apparemment ça marche. Donner des récompenses, faut les retrouver. Il y avait une vidéo alors je sais plus dans quel pays c'était, mais des ornithologues qui avaient posé une caméra et ils regardaient les résultats de la caméra, ils voyaient l'oiseau qui avait pas été vu depuis 120 ans et ils étaient tellement contents, quoi. Je sais plus où ça se passait, mais c'était l'année dernière. Oui, il y a un des deux qui regarde la caméra et il se retourne en mode méga surpris, trop content, avec un méga smile. Je vois, c'est laquelle. Ça fait trop plaisir quand tu vois la vidéo. C'est super. Et, incroyable. Et pour conclure, si ça intéresse du monde, dans l'article, il y a une petite vidéo documentaire de 10 minutes. Une petite prime. Je vous recommande beaucoup de la regarder, c'est en anglais, hein, par contre, mais c'est vraiment centré juste sur cette espèce. Donc on suit des scientifiques qui vont essayer de trouver des preuves, etc. N'hésitez pas à checker ça, si ça vous dit. Et ben encore un oiseau néo-zélandais qui fait parler de lui. Il vole ou pas quelles sont les pressions qui étaient imposées sur lui? Est-ce qu'il niche au sol? Est-ce que c'est un oiseau au contraire qui niche dans les arbres? Quelles étaient les pressions sur lui? Alors c'était pas forcément précisé, mais quand tu vois l'image, effectivement, ça a pas l'air. C'est un oiseau qui a l'air de faire un peu la taille d'un merle ou quelque chose comme ça. De ce qu'ils disent, c'est vraiment surtout la destruction de l'habitat et les prédateurs qui ont impacté l'espèce. Et parce que j'ai pas précisé, mais il y a aussi effectivement un impact de la population locale qui a incendié certaines forêts pour l'agriculture, ce qui a fait diminuer son territoire évidemment. Donc, apparemment c'est surtout ces deux facteurs-là qui auraient entraîné cette dégringolade des effectifs. Et du coup, les 2 photos qu'on a, parce que nous, on a l'article devant les yeux, ce que vous n'aurez pas, vous l'aurez dans la description. Mais les 2 photos qu'on a sur Ornithomedia, c'est aussi Glaucope cendré, c'est quoi? C'est une autre espèce apparentée au Glaucope? En fait, c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, sur la zone étudiée, donc en fait, on a 2 îles, on a l'île Nord et l'île Sud, en Nouvelle-Zélande. Et donc, il y a une espèce qui est apparentée à l'île Nord qui est... Alors attendez, je vais essayer de pas vous dire de conneries. Je ne sais plus. Je crois que c'est le Glaucope, justement, celui qui aurait disparu. Le Glaucope cendré. Et le Glaucope de Wilson, qui lui ressemble beaucoup, qui a dû... je pense que c'est une spéciation assez récente entre les deux. La différence principale, apparemment, c'est au niveau de la coloration, justement, qui est bleu, je crois. Ouais, c'est ça qui est bleu contre jaune.
pour la caroncule. Donc c'est principalement ça la différence. Peut-être le chant aussi, mais bon là on l'a pas, donc on peut pas savoir. Oui, c'est sûr. On peut toujours l'inventer. Hein. Je te laisserai imiter son chant en forme de carillon si tu veux. Y a aucun. Écoute, les Américains inventent bien des photos et des vidéos pour le pic à bec ivoire. Pourquoi on n'inventerait pas des chants pour le glaucope, hein, c'est fameux. On en revient toujours à lui. Hein, le territoire est un peu plus grand pour le chercher là. C'est un peu. Heureusement qu'il propose pas une prime. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah puis les gens sont un peu plus déterminés. Un peu plus accrochés à leur petit pic à bec ivoire quand même. J'ai l'impression que ça représente beaucoup pour eux. Je sais pas pourquoi, mais... on avait eu l'occasion d'en discuter dans un épisode du Courrier de la Sterne. Hein. C'est le fait d'avoir raison, peut-être. Oui, je ne sais pas. Oui, peut-être. Je ne sais pas du tout. Faudrait leur demander, en fait, parce qu'on n'a pas de réponse là-dessus. Ils ont des raisons un petit peu variées, à mon avis. Envoyez-nous un mail, si vous êtes ornithologue américain. On fait la prochaine émission en anglais, on demande un invité US. Bon, bah du coup, tu nous disais que t'avais des mauvaises nouvelles, c'est ça ? Ah, moi j'ai des mauvaises nouvelles. Alors, en vrai, il y a des mauvaises nouvelles. Si, en vrai, c'est des mauvaises nouvelles. Parce qu'on va quand même parler de violence infantile chez les oiseaux. Donc bon, pas le sujet le plus oufissime. Bon. Changement d'ambiance. Cela dit, pour ceux qui sont écoutaient ou regardaient le Courrier de la Sterne depuis le tout début, le sujet que je vais évoquer aujourd'hui va vous dire forcément quelque chose, puisqu'on va parler du fou de Nazca ou du fou de Grant. Le fou de Nazca, c'était son ancien nom, et c'est le nom d'ailleurs que les Anglais utilisent, mais on l'appelle aujourd'hui le fou de Grant. C'est un oiseau des îles Galapagos, uniquement des îles Galapagos. Et dans un des épisodes du Courrier de la Sterne avec Victor, que je salue s'il nous écoute, on avait eu l'occasion d'évoquer la mortalité infantile de ces oiseaux qui étaient virés du nid par généralement l'aîné de la fratrie, et celui-ci finissait par être tué par d'autres congénères pour qu'il soit mangé. Ah. Donc ça c'était une étude de 2008 du coup qui montrait un petit peu ça, et petite précision sur l'étude de 2008, ils ont remarqué qu'il y avait une élévation du taux de testostérone, ce qui expliquait l'agressivité chez les poussins, et c'est pour ça que on avait ce combat à mort qui s'engageait entre les individus, alors même qu'on avait dit que le fou de Grant était capable de pouvoir avoir une nidification avec plusieurs jeunes. Donc le rapport à la nourriture n'était pas forcément quelque chose qui était problématique. Donc on s'interrogeait sur le pourquoi on avait justement ces oiseaux qui étaient tués. Donc ça c'était dans le Courrier de la Sterne de la saison 1. Et dans la saison 2, on vous parle du coup cette fois-ci de maltraitance infantile, parce que il faut savoir que ces jeunes oisillons, qu'importe si c'est l'aîné ou qu'importe si c'est les benjamins ou autres, ils sont pris pour cible par des adultes qui tournent autour des nids. Donc on a des adultes qui vont tourner autour des nids, qui vont attendre que les parents s'envolent pour aller chercher de la nourriture et nourrir les oisillons. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ces adultes vadrouilleurs vont mordre les poussins, vont les picorer, vont les stresser. Ce qui a été assez intéressant dans l'étude de 2011 ou 2013, je ne sais plus, mais en tout cas dans l'étude que vous allez pouvoir consulter en description, c'était de savoir un petit peu si ce comportement que subissaient les jeunes se répercutait par la suite dans leur vie d'adulte. C'est-à-dire que est-ce que les agresseurs devenaient est-ce que les agressés devenaient des agresseurs. C'était tout l'objet de cette étude. D'accord.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les chercheurs, donc ce sont des chercheurs qui ont l'habitude de travailler sur le fou de Nazca. C'est principalement eux qui font d'ailleurs les recherches sur cet oiseau. C'est l'université de Wake Forest. On est en Caroline du Sud, si mes souvenirs sont bons. En tout cas en Caroline, du Nord ou du Sud, mais en tout cas en Caroline. Et leur objectif, ça a été d'étudier ces oiseaux sur 3 longues années pour voir effectivement si les jeunes d'une première année devenaient par la suite des agresseurs à la 3e voire la 4e année. Donc ils ont pris 66 oiseaux qu'ils ont bagués à la patte pour par la suite assurer un suivi et les reconnaître plus facilement. Ces jeunes avaient entre 30 et 60 jours. Et tous les oiseaux se situent à Punta Cevallos, que les ornithologues appellent la study area, donc en gros l'endroit où on fait les études chez les oiseaux. Leur protocole était très simple, c'était de réunir en fait les individus par triplet afin de dégager une tendance et de voir effectivement s'il y avait effectivement des liens. Donc il y avait des individus qui étaient grillagés, donc les adultes ne pouvaient pas venir dans les nids et ne pouvaient pas attaquer les oisillons. Il y avait des individus témoins, donc eux on les laissait tranquilles, et il y avait un contrôle clôture qui était un peu un mix des deux, c'est-à-dire que des fois on installait une clôture, des fois non, et l'objectif ça a été tout d'abord de connaître le niveau de stress de ces oiseaux. Et ce niveau de stress, il a été grosso modo quantifié par différents aspects de 1 à 4 en fonction de la sévérité de la maltraitance de ces oiseaux. Et on s'est rendu compte que le taux de corticostérone, donc en gros le taux de cortisol, donc une hormone du stress, augmentait proportionnellement en fonction de la sévérité de la maltraitance qui était réalisée. Ce qui n'est pas spécialement une surprise, même si c'est la première fois pour le coup qu'on voit ça dans le monde des oiseaux. Et donc au bout de 3 ans, ils ont continué cette étude et ils sont arrivés à la conclusion que les oiseaux qui étaient agressés par le passé devenaient à leur tour agresseurs sur d'autres oiseaux. Ah ouais, une sorte de revanche. C'est incroyable. En fait. C'est incroyable. Ah, du coup, moi j'ai des questions, mais je sais pas si tu sauras répondre. Je peux toujours les poser. Est-ce que tu sais s'ils ont mesuré le taux de testostérone justement chez les femelles ? Parce que si effectivement c'est elles qui sont les plus agressives. Ça c'était une des perspectives de l'étude, comme je l'ai dit en fin de lorsque j'ai présenté les choses. Leur objectif par la suite c'était de savoir si y avait une corrélation entre le fait d'avoir émis un très gros taux de stress lorsqu'on était plus jeune et le fait que ces oiseaux soient violents avec les autres oisillons. C'est une des perspectives de l'étude qu'ils n'ont pas menée par la suite. Du moins, moi, je l'ai pas spécialement, je l'ai pas trouvé, mais c'est la conclusion de leur étude en tout cas. Ce qu'ils voulaient savoir. Voilà. Ouais, les hormones plus peut-être, c'est peut-être d'ailleurs une autre hypothèse, une reproduction comportementale sans forcément en lien avec les hormones, ça peut être ça aussi. On peut imaginer ça. C'est possible, mais ça pour le coup, ouais. Peut-être qu'ils ont pas. Soit je suis pas tombé dessus, ce qui m'étonne parce que le sujet est assez peu abordé. Soit ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils l'ont pas fait. C'est une question intéressante. On a déjà eu une communication dessus. Je sais pas si t'as une autre question. Non, moi voilà. C'est bon. C'est juste. Vas-y. J'en ai encore une. Je continue. C'est ça. De toute façon, tu sauras assez vite. Est-ce qu'ils ont regardé l'évolution des populations justement en lien avec la nourriture ? Parce que ça laisse supposer effectivement qu'il y ait peut-être des manques en nourriture. Je sais pas si c'est des zones où il y a de la pêche, tu vois, ou des pressions. Non, il y a pas l'air d'avoir d'informations là-dessus, de tout ce que j'ai lu dans les études, il y a pas de rapport avec la nourriture ou autre. Ils sont vraiment concentrés sur le côté comportemental. L'étude du coup du niveau de corticostérone et puis d'autres expériences en lien justement avec ce taux de concentration avec cette concentration de corticostérone et puis et puis la progression temporelle finalement de un des axes supplémentaires d'études serait intéressant, je pense, de regarder s'il n'y a pas
Ah, mais en vrai, c'est intéressant parce que ça amène plein d'autres questions. Oui, mais c'est assez... l'étude, tu vois. C'est super intéressant parce que les chercheurs, les chercheurs par la suite voient la possibilité d'étudier ça chez l'homme. C'est l'une des personnes de l'étude qui disait qu'il était fascinant de constater que ce que beaucoup considèrent comme un phénomène humain extrêmement complexe se produit également, peut-être par le biais du même mécanisme physiologique, et ça c'est un truc qu'il voulait étudier aussi, mais plus tard, chez les fous de Grant, qui sont plus proches, qui sont des oiseaux, alors que nous sommes des mammifères. Voilà. Et les deux études, donc qui parlent des deux études, et je pense qu'ils rejoignent l'étude de 2008, suggèrent que les fous de Nazca pourraient constituer un bon modèle pour commencer à comprendre les mécanismes qui sous-tendent le cycle de la violence chez les hommes. C'est hyper actuel. C'est poussé, en fait. C'est hyper intéressant. Ouais, non, c'est hyper poussé. Là, on est plus dans de la philosophie que vraiment dans de l'ornithologie, au final. Hein. C'est intéressant. Bah, je sais pas si pour de la philosophie, mais si on trouve... Est-ce qu'on pourrait trouver un lien entre le niveau de corticostérone chez l'homme et chez l'oiseau? Peut-être que ça pourrait nous permettre peut-être de mieux comprendre ces mécanismes-là. Je sais pas si c'est aussi philosophique que ça, mais... Dans le cas des hormones, ça a été pas mal étudié chez certains mammifères, notamment justement chez les femelles. Enfin, c'est les populations où tu as les femelles qui sont... comment on appelle ça, matriarcales, ça, les populations matriarcales, où c'est les femelles qui lead un petit peu l'espèce. Ouais. Et tu as notamment le cas de la... Bon, du coup, c'est plus des oiseaux, mais vu que je l'ai en tête, là. Tu as le cas chez la hyène tachetée, où justement, les femelles ont un taux de testostérone, du coup, c'est pas la même hormone, mais ça pourrait un peu induire ça, hyper élevé, et ce qui fait que ça augmente le comportement agressif, tu vois. Donc, ça... parallèle à faire. Alors, pour avoir bossé avec des hyènes tachetées, effectivement... Les mâles sont très très en retrait comparés aux femelles, même quand ils sont petits. Parce que j'en ai élevé des petits, j'en ai éduqué des tout petits, depuis ils avaient l'âge de 1 mois. Et franchement, ouais, alors même quand c'est petit, ça mord fort par contre, hein, faut faire. Mais c'est violent, ouais. Ça a une puissance dans la mâchoire, c'est incroyable. Et même quand ils veulent juste jouer, hein, c'est difficile. Et du coup, les femelles... carnivore, faire attention. Ouais. Mais les femelles sont extrêmement dominantes. Hein. C'est très très compliqué d'arriver à les approcher si elles te connaissent pas, déjà de base, et à pas avoir de soucis derrière. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nivellation, on va dire, entre les individus dans les populations de hyènes tachetées. C'est très... c'est très fait la hiérarchie est très 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 importante. Ouais. Donc ça doit potentiellement exister chez les oiseaux aussi, effectivement, c'est un sujet à pousser, hein, tout ça. Ça amène plein de questions. Chez les rapaces, peut-être? Non? Parce que chez les rapaces, ça pourrait. Ça existe notamment chez les hornbills, parce qu'il y a aussi... Ok, les calaos. Ouais, les calaos terrestres, notamment. Et c'est aussi des groupes qui vont se constituer avec des jeunes des années précédentes ou des oncles des tantes ou d'autres qui vont être rapportés, et il y a aussi une hiérarchie dans le groupe évidemment avec un couple dominant en quelque sorte et avec les autres qui vont aider à la reproduction. Donc pareil, on est sur la hiérarchie et chacun connaît bien sa place. Et si jamais tu essaies de mettre un autre individu dans le groupe ou si tu essaies de changer cette hiérarchie, va y avoir des conséquences. Et c'est pas des conséquences que tu veux avoir. Va y avoir des conséquences. Va y avoir des conséquences. Il peut y avoir des morts, hein, des fois. Hein. Je dis ça en rigolant, mais c'est pas très drôle. Mais ça peut être aussi bénéfique au groupe. Hein. Tu vois, si par exemple un des deux du couple leader est malade ou faible, si c'est un autre qui prend le relais, ça peut être bénéfique au groupe. Donc il faut dans les deux sens en fait. Hein, Ah oui, effectivement, c'est des mécanismes. Mais donc voilà, le fou de Grant et la maltraitance la maltraitance infantile. Sophie, merci à toi.
Sophie. Non, c'est pas la fin de l'émission, rassurez-vous. Ah bon, on pourrait, moi après, tu sais... Après, on coupe les rideaux, c'est ça. Il nous reste 24 minutes pour parler de plumes. Oui, oh, c'est plus que nécessaire, oula. Parfait. Bah moi, j'ai essayé de choisir un sujet qui ne serait pas trop long à développer non plus, vu qu'on est 3 ce soir, donc je vais pas non plus en parler pendant 3 heures, hein, rassurez-vous. J'aime beaucoup les plumes, mais pas à ce point-là. Et du coup, c'est une publication qui est sortie très très récemment, là, en décembre, 30 décembre exactement 2023, c'est un PNAS dans la rubrique Évolution. Et donc, ça va nous parler ici... le titre en anglais, c'est Functional Constraints on the Number and Shape of Flight Feathers. Donc en gros, les contraintes fonctionnelles sur le nombre et la forme des plumes de vol. Et c'est super intéressant parce que c'est un article qui va développer une nouvelle voie en fait d'étude du vol chez les oiseaux et notamment chez leurs ancêtres, les dinosaures aviens, qui n'était pas prise en compte pour l'étude des fossiles de base et qui devrait être prise en compte parce que c'est un paramètre important du vol chez les oiseaux modernes. Donc, ce qu'elle a fait cette étude, c'est qu'elle a regardé l'importance non seulement effectivement de la forme de l'aile pour le vol chez l'oiseau, mais aussi et surtout de la forme de la plume de vol. Et les plumes de vol, comme vous le savez, chez les oiseaux qui volent, il y en a un certain nombre, c'est très très bien défini, et elles ont une certaine forme. Et si vous changez la forme de ces plumes, vous ne volez plus, c'est fini. Donc cet article s'est intéressé à la forme et au nombre de plumes de vol chez plein d'espèces d'oiseaux actuels, et du coup a transféré ça après aux fossiles, pour voir un peu comment tout ça fonctionnait. Voilà, donc c'est très intéressant parce que on n'avait jamais fait ça avant sur le fossile, et c'est bien dommage parce que ça donnait quelques résultats intéressants. Donc, pour commencer avec l'actuel, vous savez que les plumes de vol, donc on va parler des rémiges, mais aussi des rectrices. Alors sur les rémiges, vous avez les primaires qui sont généralement les plumes qui sont... il y en a entre 9 et 11 en fonction des oiseaux, alors qui volent, évidemment, sur la main, donc sur l'aile, et puis après vous avez les secondaires qui vont être le reste des plumes qui va s'attacher cette fois-ci sur l'ulna, donc sur l'os suivant en quelque sorte, et dont le nombre par contre là va varier pas mal en fonction de l'espèce. Et puis vous avez ensuite les rectrices qui elles sont les plumes de la queue qui vont être accrochées au pygostyle, donc ce petit bout de queue osseux qui leur reste, même si les oiseaux n'ont plus vraiment de queue osseuse comme leurs ancêtres, mais bon, ils ont quand même un petit reste sur lequel viennent s'accrocher donc les rectrices. Et les chercheurs se sont intéressés à savoir déjà combien il y avait de plumes chez les différentes espèces d'oiseaux, est-ce que c'était pareil chez tout le monde, et est-ce que la forme était pareille chez tout le monde. Donc pour les primaires, ils se sont rendus compte que on était toujours entre 9 et 11 primaires sur les ailes, et pas plus, et pas moins. Et c'est pareil dans toutes les familles d'oiseaux qui volent. Pour les oiseaux par contre, pour les oiseaux qui ne volent pas, l'autruche par exemple, ils sont aussi intéressés aux manchots, enfin on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Donc par exemple chez l'autruche, chez le kiwi, chez ce genre d'oiseaux-là, ils ont regardé aussi le nombre de primaires, et alors ils se sont rendus compte que le nombre pouvait un petit peu varier, mais pas tant que ça. Ce qui veut dire que c'est un caractère qui, même chez les oiseaux qui ont perdu la capacité de voler, est finalement quelque chose qui est assez stable, qui change pas si facilement que ça. Par contre, ils se sont intéressés ensuite à la forme des plumes de vol, et alors là par contre, on est sur un truc qui change, mais tellement facilement. Quand tu regardes une plume de vol chez un oiseau qui vole, on est toujours sur une plume asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui va être l'angle d'attaque généralement qui va être beaucoup plus petit, qui va être beaucoup plus fort pour pouvoir avoir une meilleure pénétration dans l'air, etc., et puis être plus rigide. Et vous avez l'autre côté qui est un peu plus large, et qui va donc servir à supporter l'oiseau lors de son vol. Et par contre, quand vous êtes sur un oiseau qui ne vole pas, prenons l'autruche par exemple, vous avez une plume qui peut complètement perdre son asymétrie, du coup ne plus servir à grand chose, qui peut vraiment plus voler au final, ou voire parfois se transformer en quelque chose qui ne ressemble plus vraiment à une plume, donc qui a vraiment une tête très très différente de celle qui serait d'un oiseau volant normal. Donc on a une très grande variabilité à ce niveau-là,
et la forme de la plume change très très facilement. Et en l'occurrence, c'est normal, parce qu'en fait la forme de la plume et l'apparence donc asymétrique est déterminée notamment par des gradients moléculaires lors de la synthèse de cette plume avant qu'elle ne sorte de sa gaine, lorsqu'elle est fabriquée, et donc ça c'est quelque chose qui peut varier assez facilement, qui n'a pas besoin de beaucoup de modifications génétiques en quelque sorte. Voilà. Et donc ensuite ils se sont intéressés aux secondaires, donc qui sont les plumes qui viennent après ces 9 à 11 premières plumes qui sont sur le bout de l'aile. Ces secondaires, donc le nombre varie plutôt en fonction des espèces, parce qu'en fait cette fois-ci c'est attaché à l'ulna. Donc l'ulna c'est l'os qui est long, qui va être après quand vous regardez une aile, donc vous avez les premières, les primaires qui vont être celles qui vont généralement être sur la première partie de l'aile, vous voyez celle qui se plie en quelque sorte, et vous avez ensuite la deuxième partie qui va être l'ulna, qui va être plus proche du corps et qui cette fois-ci va faire la seconde pliure en quelque sorte. Et ces secondaires là par contre vont être accrochés, vous verrez des petits trous sur l'ulna lui-même, et le nombre de plumes évidemment est dépendant de la taille de l'ulna, parce que en fonction des espèces vous allez avoir un os qui va être plus ou moins long et qui du coup va avoir la place d'avoir plus ou moins de plumes, et vous avez besoin de combler les trous, parce que si vous avez des trous dans vos ailes, vous avez moins de portance, donc vous volez moins. On est quand même sur un truc logique, hein. Ça marchera moins bien, Voilà, donc si vous êtes un albatros, vous avez obligatoirement plus de secondaires que si vous êtes un oiseau-mouche, par exemple. Ce qui semble logique. Voilà. Oui, c'est logique, effectivement. Voilà. C'est vrai. Mais c'est ça très intéressant. Ça semble logique. Mais il fallait quand même une étude pour nous le dire, hein, parce qu'il fallait quand même regarder dans toute la phylogénie des oiseaux modernes qu'est-ce qu'il en était, et compter les plumes chez chacune des espèces. Et ils ont mis du temps parce qu'ils ont vraiment pris des espèces d'oiseaux. Combien de temps ils ont mis pour faire ça? Ils ont pris des espèces d'oiseaux d'un peu partout, hein, parce qu'on a du nandou, de l'autruche, de la caille, du perroquet, du canard, de l'oiseau-mouche, du héron, du cormoran, enfin bref, il y a vraiment un peu de tout. Plus, selon le groupe et puis selon le milieu de vie, ça peut être complètement différent. Il y avait une étude qui avait fait, alors je sais plus sur quoi portait l'étude, mais elle avait pris 5965 espèces d'oiseaux et elle faisait une étude uniquement sur les passereaux. Et elle avait pris quasiment l'intégralité des passereaux, quoi. C'est genre en termes de standing d'études là, c'est quand même bien, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Mais du coup, si j'ai bien suivi, pour le vol du coup, pour les plumes de vol dans le répertoire fossile, qu'est-ce qu'ils en ont déduit finalement? Eh ben du coup, il y avait un truc intéressant, parce que dans le répertoire fossile, il y a une hypothèse et une théorie qui est sortie, qui du coup était plutôt en vogue dernièrement, c'est qu'on se demandait si le vol n'avait pas évolué plusieurs fois dans l'histoire des oiseaux. C'est-à-dire que certains oiseaux avaient peut-être acquis le vol d'un côté, et puis une autre lignée d'oiseaux avait acquis le vol plus tard, autrement, différemment, et que finalement, évidemment, tous les oiseaux actuels sont descendants d'une seule lignée d'oiseaux, mais que peut-être il y avait eu du vol autrement, autre part, à d'autres moments, qui n'avaient pas forcément survécu, mais qui avaient été là et qui avaient évolué à partir d'un autre point. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte avec cette étude, et qui est très intéressante, c'est que justement, en comptant ces plumes de vol, en regardant leur forme et leur taille, ils se sont rendus compte que finalement, ces constantes de 9 à 11 primaires chez les oiseaux modernes au niveau du vol, c'était quelque chose qu'on retrouvait aussi dans le fossile. Alors c'était pas forcément des plumes qui du coup allaient être asymétriques, ou qui allaient avoir exactement la même forme que celles des oiseaux actuels, mais on était quand même sur le même nombre de plumes, à part chez certaines espèces qui étaient définitivement pas volantes, ou qui pouvaient peut-être planer un petit peu, mais qui risquaient pas de voler. Notamment chez les anchiornis, par exemple, si vous les connaissez un petit peu, qui volaient pas spécialement, mais qui avaient pas, du coup, la même forme de plumes, et pas forcément non plus le même nombre de secondaires sur les avant-bras, etc. Et donc ça, c'est quelque chose, à partir de l'actuel, qui leur a permis de dire que les fossiles qu'on a, finalement, viennent de la même lignée, et seraient possiblement, tous les oiseaux qu'on a descendraient d'un seul et même ancêtre commun qui aurait acquis le vol à partir de ces 9 à 11 primaires sur l'aile, et que du coup tout ça ce serait le même groupe, voilà. Et ce serait quand même fantastique.
C'est quand même la réalisation d'une... Alors, ça reste une hypothèse, évidemment, on est toujours sur une démonstration intéressante, hein, mais pour l'instant, rien n'est surtout en paléontologie, ouais. Voilà. Tant qu'on n'aura pas toutes les bestioles, évidemment. Donc ça nous fait aussi dire... Oui, ça nous fait aussi dire que le registre fossile est incomplet, mais enfin ça on le savait déjà. On n'a qu'à inventer des espèces fossiles, hein. Moi je vois pas le problème. Exactement. Et puis bon, après il y a aussi un petit truc qui est intéressant, c'est que du coup ils se sont intéressés à la queue aussi des espèces actuelles. Et là ils se sont rendus compte d'un truc que vous connaissez certainement, c'est que la queue, mais c'est tellement variable chez toutes les espèces d'oiseaux actuelles. Ouais, plein de trucs. Oui. Ouais, parce qu'il y en a qui l'utilisent pour voler, évidemment, ça sert de frein, ça sert à tourner, ça sert à plein de trucs quand vous êtes un oiseau qui vole. Mais la queue, ça sert aussi à d'autres trucs. Vous prenez le pic, par exemple. La queue, ça sert à se poser. Voilà, ça se poser sur l'arbre, c'est ça. Vous prenez d'autres espèces d'oiseaux qui vont avoir une queue qui est extravagante, qui va peut-être servir au display, qui du coup servira plus vraiment au vol au final. Prenez le paon, par exemple. On est d'accord que au niveau du vol, bon. Bon, du coup, on est sur des plumes qui finalement ne sont plus vraiment seulement faites pour le vol, donc c'est difficile d'inférer à partir des plumes de la queue comment ça a évolué à cause de ça. Voilà. Donc c'est quelque chose encore qu'on aura du mal à retrouver. Donc pour des espèces qui ont, même dans le fossile, parce qu'on a certains fossiles avec des queues un petit peu extravagantes aussi, pour ces espèces-là, on aura du mal à déterminer si la queue servait uniquement au vol ou servait aussi à autre chose. Mais voilà, au moins, grâce aux plumes des ailes, on peut inférer des trucs et vérifier quelques hypothèses qui finalement nous résistaient pas mal jusque-là. Donc c'est plutôt une bonne étude, moi j'ai bien aimé. Alors malheureusement cette étude, on vous mettra le lien, mais elle est pas disponible en accès libre, alors vous aurez juste l'abstract, parce que c'est derrière un paywall, hélas. Mais si vous la voulez vraiment et si vous voulez la lire, je le garderai dans un coin et puis je vous l'enverrai si vraiment vous souhaitez la lire. Voilà. Moi j'ai le PDF du coup. Vous avez les commentaires normalement si je les active, hein, parce que des fois, sans faire exprès, je les désactive. Donc... Voilà. Donc, mais alors voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Hein. Ce sera avec plaisir. Vous savez où nous trouver vis-à-vis de ça. Merci beaucoup, Sophie, pour cette étude. Avec plaisir. Des questions, peut-être. Non plus. Je suis pas spécialiste de paléontologie, donc ça, c'est pas forcément simple. Ah, mais les oiseaux actuels, ça marche aussi. Pas de souci. Bon bah non, du coup. Si t'as des questions, toi. C'est clair, enfin non. Non, mais je me demande un peu. Ah non, mais c'est bien, si c'est clair, ça me va. Est-ce qu'ils ont vu des différences? T'avais l'air de dire pas trop, mais entre un oiseau qui va, par exemple, je pense au martin pêcheur, tu vois, son plumage, c'est quand même particulier parce qu'il plonge et il faut que ça soit hyper, je sais pas comment dire ça, fuselé. Ouais. Hydrophobe. Oui. Fuselé. Alors que t'as d'autres oiseaux, les rapaces par exemple, ou les cigognes, j'en sais rien. C'est très très différent. Est-ce qu'ils ont vu quand même qu'il y avait des différences selon le milieu de vie ou j'en sais rien Ils ont cherché aussi parce que ils ont vraiment pris beaucoup de groupes différents. Je crois qu'il y a des guêpiers aussi qu'ils ont pris ce genre. Il y a des rapaces évidemment qu'ils ont pris. Où les guêpiers ont une forme bien particulière quand même. Mais ils ont pas trouvé. C'est toujours entre 9 et 11 primaires sur l'aile, c'est tout. Et c'est surtout la forme qui va varier. C'est surtout la forme du coup. Et là, tu vas pouvoir t'adapter à un milieu ouvert, à un milieu plus fermé comme une forêt par exemple, ce genre de choses. Mais c'est que la forme qui varie parce que du coup, comme c'est sur ces gradients moléculaires lors de la fabrication de la plume, c'est beaucoup plus simple à faire varier que de faire varier, de rajouter une plume ou d'en enlever une au final qui demande un peu plus de modification. J'ai une question un peu plus générale, peut-être pas en rapport avec l'étude, mais tu parlais tout à l'heure des primaires. Moi je prends toujours l'exemple des doigts des rapaces. Ça parle bien les doigts des rapaces pour les gens. Est-ce qu'on a ce genre de représentation dans le registre fossile? Ah oui. Qui sont vraiment pour le coup caractéristiques. On a les plumes. On a déjà pas mal de plumes dans le registre fossile. Alors vous connaissez certainement Archaeopteryx, qui est l'une des premières plumes qu'on a trouvées, mais on a pas mal de plumes qui ont été retrouvées, que ce soit sur Microraptor, que ce soit sur d'autres oiseaux comme ça de l'époque, et je parle vraiment
de doigts pour le coup dans le registre fossile comme on peut trouver chez les rapaces. Ma question était pas précise, désolé. Vraiment mais de doigts. Voir si on avait vraiment de doigts. J'ai plus le terme scientifique pour les doigts, désolé. Plume digitée, Plume digitée. Bah, ça, des fois. Si tu regardes des choses comme Protoptérix par exemple, tu vas être sur une aile, sur une plume qui ressemble pas mal à celle des raptors actuels. Okay. Donc on va être sur un truc assez digité. Ouais. Voilà. Eh bien, c'est sur ces digitations ou ces divagations en fonction que se termine ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Merci Guillaume Ohamgui d'être venu dans l'émission. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu fais toi de ton côté, parce que tu parles aussi d'oiseaux, notamment le lundi soir à 19h30, c'est ça? Auriez-vous déjà été invité sur ma chaîne? C'est possible. Il se peut. Oui, moi, je fais plusieurs choses. Donc on me retrouve sous le pseudonyme Ohamgui sur différents réseaux sociaux et aussi sur Twitch effectivement, où je parle un petit peu d'ornithologie régulièrement le lundi avec un cours en ligne, on va dire, sur à chaque fois une espèce différente généralement. Et l'idée de la chaîne, c'est surtout d'élargir à la biodiversité en général, l'apprentissage sur plein de choses pour mieux connaître tout ce qui nous entoure, et une émission aussi d'actualité qui va traiter un petit peu de façon plus générale de l'écologie, on va dire, et de manière générale aussi d'inviter des gens qui s'y connaissent sur les sujets que je maîtrise moins, parce que évidemment on peut toujours dire des bêtises, donc c'est toujours mieux d'être bien entouré quand on parle d'un sujet qu'on maîtrise pas. Je recommande ça à tout le monde d'ailleurs, de manière générale, quel que soit le sujet. Oui. Et en plus aussi, je peux en parler de ça, j'édite une revue mensuelle numérique via un KissKissBankBank que j'ai créé, qui reprend le nom de mon émission d'actualité, mais qui sera centré en partie sur un petit peu tout ce qui s'est passé pendant le mois précédent, plus un dossier vraiment de vulgarisation, on va dire, sur un sujet spécifique. Typiquement, c'est un sujet sur les oiseaux, ce mois-ci, c'est sur les piscidés en France. Donc à chaque fois, il y a 2-3 pages sur ce sujet-là qui va pousser un petit peu, soit présenter des espèces, soit pousser un sujet précis. Voilà, c'est un peu l'idée. Un petit peu de ce voilà, que donc je fais. on te retrouve sur Twitch du coup. Il y a un lien aussi Discord si jamais on veut rejoindre ton Discord. Et puis Sophie aussi, on te retrouve sur Twitch pour le coup. Mais de temps en temps, pas comme moi. Merci Sophie d'avoir été présente dans cette émission. @leplume, on le rappelle. On rappelle avec Julien également Tract Science, dans laquelle on parle d'ornithologie et de paléontologie, ça tombe bien. C'est deux sujets qu'on a évoqués lors de cet épisode. Et puis nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur YouTube pour ceux qui sont habitués à être sur YouTube. Merci à tous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter le Courrier de la Sterne. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes. Bye bye.